Bonjour à tous, merci de votre présence pour le off de Jean Pinard. Alors nous allons pour ce off vous inviter à poser vos questions à Jean. Alors Jean, je vais te laisser te présenter. Écoutez, Jean Pinard, je suis venu à Rennes depuis l'Occitanie, où je dirige le comité régional du tourisme et des loisirs depuis un peu moins de 3 ans maintenant. Je suis géographe de formation. J'ai fait quasiment toute ma carrière professionnelle dans le monde du tourisme, d'abord en exploitant des sites touristiques. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se former au métier du tourisme, de comprendre les ressorts de cette économie, les attentes des clientèles, les difficultés de la saisonnalité, les difficultés de répondre aux attentes des clientèles. Et puis j'ai rejoint le monde de l'institution, on va dire ça comme ça, d'abord en tant que directeur d'un comité départemental du tourisme dans le Puy-de-Dôme, puis du CRT, du CRDT, puisque c'était comme un jeune de développement touristique en Auvergne. J'ai fait une petite pause en tant que consultant pendant 6 ans sur des enjeux d'attractivité et de marketing à la fois des destinations et à la fois des territoires. Et puis donc voilà, j'ai repiqué au métier de directeur de structure institutionnelle dans cette belle région qu'est l'Occitanie, donc après la fusion à la fois de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon. D'accord. Alors, dans les questions qu'on a, ce matin, vous êtes intervenu sur une problématique autour des enjeux de monitoring. Et je me permets de te tutoyer, hein, tu évoquais que pour bien mesurer et connaître les critères, il fallait que les institutions, en tout cas, ou les organismes, que ce soit des communes ou autres, définissent bien leurs objectifs et qu'ils aient une vision, et que c'était à partir de cette vision en fait, qu'ils pouvaient définir des critères. Et comment on peut aider des localités en fait, à définir cette vision et les objectifs. Alors, moi, je pense que selon le niveau territorial, la définition d'objectifs et par là même de stratégie ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, plus le territoire est petit, quand je dis petit, c'est en termes géographiques, hein, plus les objectifs vont être très pragmatiques, très pratiques, vont toucher à des enjeux d'accueil, à des enjeux d'animation, par exemple. Et puis plus on va s'éloigner du terrain, et plus on est dans un territoire macro, plus les objectifs ont des dimensions beaucoup plus, on va dire, économiques, sociales. Il y a des questions qui peuvent relever de l'aménagement du territoire, par exemple. Voilà. La question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on attend de l'économie touristique ? On ne se poserait pas cette question sur la construction de voitures, la construction de paquebots, sur une centrale nucléaire ou sur des enjeux d'énergie. On la pose sur le tourisme, et on la pose de manière très politique parce que le tourisme est par définition une activité très territoriale. Elle est liée au territoire. Et il y a souvent une confusion à faire entre la destination, qui est une vocation et qui a un périmètre touristique, par rapport au territoire qui a plutôt une vocation administrative, donc des fois politique. Et moi j'insiste pour dire qu'il ne faut pas confondre les deux. Mais parce que le tourisme est une activité très territoriale, il est normal que les acteurs du territoire et ceux qui en ont la responsabilité, donc les présidents de collectivités, aient une vision stratégique sur le développement. Le problème, c'est que entre une collectivité qui peut avoir une vision et une foule d'entreprises qui ont des objectifs très particuliers, liés à leur stratégie, à eux, chefs d'entreprise, il y a un gap qui n'est pas forcément facile à gérer. Donc il faut à la fois définir des objectifs, on va dire, macroéconomiques et dire voilà le type de tourisme qu'on veut. Et puis moi je pense qu'il faut à la fois, et c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui, définir des objectifs pour apprécier ce que le tourisme peut apporter en termes de contribution, alors socio-économique, mais pas que, en termes de contribution d'aménagement, en termes de contribution d'animation, en termes de contribution d'image, de fierté d'habiter sur un territoire. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué et plus complexe à apprécier.
Donc voilà, il faut accompagner pour définir à la fois des objectifs, on va dire plutôt socio-économiques d'un côté, et de l'autre côté des objectifs qui relèvent plus de la mesure de la qualité de vie, de l'acceptabilité de l'économie touristique par les habitants. Et c'est sur quoi, moi, je pense qu'il faut se pencher aujourd'hui avec une recherche d'équilibre entre les deux. D'accord. Alors justement, il y a un autre point sur la notion de qualité de vie. Revient souvent. Et quels sont les critères en fait, qui permettent de mesurer... alors, pas forcément dans le détail, mais les éléments macros sur lesquels on peut mesurer cette qualité de vie. Alors, dans une enquête qu'on a réalisée, parce qu'on avait l'intuition dans notre belle région que le tourisme contribue à la qualité de vie. Je dis bien, on avait l'intuition. Alors, ça se vérifie sur certains territoires, ça se vérifie moins sur d'autres. En fait, il y a deux types d'appréciation. Il y a l'appréciation positive qui relève en général, je ne dis pas forcément dans l'ordre, de la fierté. C'est-à-dire que parce que le territoire attire des gens de l'extérieur, ça induit un sentiment de fierté en disant voilà, on est une région qui attire, donc on a la chance d'habiter dans cette région, donc on est plutôt fier d'habiter dans une région qui attire et qui attire des fois des gens de très loin d'ailleurs, mais avec du patrimoine, avec une animation, des fois animation dont les habitants sont partie prenante. Par exemple, je prends le festival de Marciac, toute la commune est partie prenante de ce festival, les commerçants, les habitants qui logent les bénévoles, donc voilà, il y a ce sentiment de fierté. Il y a ensuite l'idée assez vite acceptée que tous les équipements, une piste cyclable, une piscine, un centre aquarécréatif, concourent à la qualité de vie. Il y a l'appréciation aussi assez facile à faire que la fréquentation touristique, elle permet de maintenir en activité une pharmacie, une gare. Je le disais ce matin, permet à un collège de rester en activité dans une zone quasi désertique par rapport à la démographie du territoire, mais parce qu'il y a une forte fréquentation touristique, parce qu'il y a un apport de clientèle extérieure, il y a une économie qui se développe, et cette économie, elle maintient sur le territoire et sur le village des commerçants, donc des salariés qui ont des enfants, donc voilà, il faut maintenir le collège. Et puis de l'autre côté, il y a l'appréciation un peu plus négative, c'est la pression immobilière. Ça peut être la délinquance, parce que plus de gens engendrent peut-être plus de difficultés. C'est les bouchons, la circulation. Voilà, c'est une forme de pression qui, quand elle est mal appréciée, quand elle est mal anticipée et mal gérée, conduit à une vision du touriste un peu plus négative. Alors, je pense qu'en France, on est quand même assez loin de ce que des gens à Venise ou Barcelone peuvent vivre, ou même aux Baléares. Mais il faut être vigilant par rapport à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se permet de parler de tourisme inclusif, là où on n'osait pas utiliser le mot, parce qu'on considère que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, que plus on faisait venir de monde, plus on crée d'emplois. Finalement, le critère, c'était ça. Je ne l'ai pas dit ce matin, mais il y a 4 critères qui permettent de mesurer la bonne performance d'une économie touristique. C'est l'offre, c'est la fréquentation, c'est la consommation, c'est l'emploi. Et ce qui est d'ailleurs le plus intéressant à faire, c'est de regarder le lien entre les 4. Un territoire peut peser 30% de l'offre, mais ne peser que 15% de l'emploi. Il a une vraie contre-production, parce que activité très saisonnière, parce que pas beaucoup d'activités ou pas beaucoup d'animation sur le territoire. C'est le cas par exemple chez nous du littoral qui pèse beaucoup en termes d'offres, mais beaucoup moins en termes d'emploi. À l'inverse, une métropole comme Toulouse pèse pas beaucoup en termes d'offres, mais beaucoup en termes d'emploi, parce qu'il y a une activité toute l'année et que l'activité est très diversifiée. D'accord. Et quels sont vous venez d'évoquer, donc il y avait la fierté, il y a, en tout cas dans cette qualité, il y a l'aménagement avec les infrastructures, il y a les retombées économiques, il y a des points qui sont des prérequis, qui doivent être la sécurité, la gestion des flux, etc. Et comment on peut mesurer ça? Parce que c'est sur l'économie, c'est assez tangible. Par contre, sur des éléments de fierté ou est-ce qu'on se sent confortable ou pas encore dans son territoire, on est plus sur des choses un peu immatérielles, on a moins de chiffres. Comment vous pouvez
Arriver à mesurer ce type de données? Alors, il y a effectivement ce qui est factuel. Est-ce que les observatoires sont en capacité de mesurer, même si je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à avoir dans la mesure de la consommation en particulier. Et je disais tout à l'heure de la corrélation entre l'offre, la fréquentation, la consommation et l'emploi sur ce qui est peut-être moins factuel et effectivement plus immatériel. Moi, je pense que le recours à des enquêtes est de loin la meilleure appréciation. Et puis, c'est, moi, je pense aussi un travail de terrain, un travail d'écoute. Je pense qu'il sera demain impératif de mettre dans les cadres de gouvernance de nos structures des représentants de citoyens. La SNCF a mis par exemple des années à accepter de faire des comités de ligne où les usagers de la SNCF venaient donner leur avis sur des horaires de train, par exemple. Bon, ben voilà, il ne serait pas forcément complètement incohérent que des habitants viennent participer au débat sur ce que doit être, alors au moins à l'échelle communale ou intercommunale, mais participer au débat de ce que doit être l'animation d'un territoire, de ce que doit être le développement d'un territoire. Mais plus encore, moi je pense que là où on a des compétences pour marketing en particulier, pour faire venir, moi ce que j'appelle des habitants éphémères, que sont des touristes, dans les départements les plus ruraux, dans les départements où l'accueil de nouvelles populations, où les enjeux d'attractivité démographique sont très forts, on aurait tort de se priver de la plus-value que peut être celle des habitants dans l'accueil de ces touristes et dans leur capacité à leur dire mais si vous avez aimé passer vos vacances dans notre département, mais peut-être que vous auriez envie d'acheter une petite résidence secondaire, et puis peut-être que votre start-up ou peut-être que votre activité professionnelle avec le télétravail pourrait trouver une résonance ici toute particulière. Moi, je crois à ça. J'habite dans un petit village encore en Auvergne où j'ai un VVF et je remarque que depuis qu'on fait des after-work dans ce VVF et qu'à travers ces after-work, on permet de mélanger des populations résidentes à des touristes, eh ben, des liens se font et à travers ces liens, des maisons qui étaient vides se font racheter par des touristes et ce lien entre l'attractivité touristique, l'attractivité résidentielle et l'attractivité démographique, il est très fort. Et dans les départements qui ont des difficultés à garder leurs jeunes, à garder leurs habitants, ce lien-là, à mon avis, peut être tout à fait salvateur pour redynamiser démographiquement des territoires ruraux. D'accord. Et une fois qu'on a défini ces objectifs stratégiques, qu'on connaît ces critères pour mesurer, qu'on a les bons outils pour aussi capter en tout cas la donnée, que ce soit des avis à travers des interviews ou autres. De quelle manière on va transformer les données en action? Parce qu'on a beaucoup de chiffres, mais je réinterprète en même temps les questions dans leur sens. On a beaucoup de chiffres, mais derrière, il faut pouvoir les transformer en actions concrètes. Bah, moi, je pense que j'ai toujours été assez critique, mais j'essaie de faire attention parce que des fois, on me le reproche, donc je vais être plus soft. Le travail d'observation, par définition, il est nécessaire. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur les indicateurs, ça renvoie à la notion d'objectif qui doivent être définis avant, parce que sinon on ne fait qu'observer. Ce qui est intéressant, c'est d'observer le gap entre l'objectif qui était le nôtre au départ et le résultat à l'arrivée. Et moi j'appelle ça de l'analyse. Donc observer sans analyser, ça n'a pas d'intérêt. Et l'analyse, elle doit servir les actions et la stratégie qu'on doit fournir derrière. C'est là où je pense qu'il y a aujourd'hui un travail peut-être un peu plus ambitieux à mener sur l'analyse. Et l'analyse, c'est en capacité de dire les choses sans phare, sans triche, en toute transparence, parce que voilà, si sur une enquête, si sur une observation, on s'aperçoit... alors ce matin, je prenais le taux de départ en vacances des Français, parce que je trouve que c'est un indicateur assez pertinent qui fait lien avec l'économie, parce que plus les gens partent en vacances, plus ils consomment, donc c'est aussi important pour nous. Bon, voilà, si on a un taux de départ qui ne s'améliore pas, voire qui régresse,
qui est-ce qui est capable de dire ça? On a l'impression que, parce que tout à l'heure on disait que le tourisme est très territorial, une contre-performance touristique engendrerait une contre-performance territoriale, une contre-performance dans l'attractivité du territoire. Bah oui, il y a des phénomènes, ça a été dit ce matin d'ailleurs, on est dépendant de facteurs externes qui peuvent être très importants. Alors là, c'est une crise sanitaire qui malheureusement touche tous les secteurs et pas seulement le secteur du tourisme, mais ça peut être un événement climatique. Bon, ça peut être une marée noire, comme on l'a rappelé ce matin, puisque c'est quand même le naufrage de l'Amococadix qui est à l'origine des observatoires touristiques, en tout cas au moins ici en Bretagne. Et pour ça que la Bretagne a toujours eu pour moi un temps d'avance dans ce travail d'observation. Voilà, il faut accepter qu'un facteur externe, qu'une situation économique, que peut-être des mauvais choix stratégiques, des mauvais choix de stratégie de marketing n'ont pas produit les effets. Ça veut dire que on n'a pas forcément progressé, qu'on a peut-être régressé, et on est dans un monde et dans un secteur où on s'interdit de dire qu'on aurait été moins bon que ce qu'on voulait. Mais voilà, ça arrive dans l'entreprise, ça arrive dans plein de secteurs de l'économie. Il n'y a pas de raison que ça ne touche pas le tourisme. Mais il faut avoir un petit peu de courage d'accepter de donner les bonnes informations en disant voilà, oui, là on n'a pas été bon. Des fois, c'est pas notre faute, c'est souvent la faute de la météo. Alors, c'est toujours assez facile de se cacher derrière la météo, mais aller dire à des propriétaires de camping en moyenne montagne, s'il a flotté pendant un mois au mois d'août, qu'ils sont mauvais parce qu'ils n'ont pas eu de tourisme, c'est pas vrai. Ils sont mauvais parce que voilà, il n'y a plus, puis que les gens sont pas venus. À l'inverse, des fois, on a fait des choix qui ne sont pas forcément les bons, et il faut les assumer. Et c'est parce qu'on analyse ces choix-là qu'il faut rebondir derrière. Et est-ce que la notion de qualité de vie peut être un catalyseur commun qui va passer à travers les différents changements politiques qu'il peut y avoir, soit sur une région ou sur un territoire, parce qu'on peut avoir des politiques qui vont changer. Et donc cette vision qu'on a, on peut bifurquer d'élus ou d'un élu à un autre. Est-ce que la qualité de vie pourrait être un élément commun qui, lui, va être pérenne et qui assure une direction, une visibilité ? Je pense que quelle que soit l'obédience politique, ce qui motive, c'est l'intérêt général. Par définition, le champ du tourisme, pour moi, relève de l'intérêt général, en tout cas dans la définition des objectifs politiques. Après, oui, il peut y avoir des variables et des ajustements, ou en tout cas des visions stratégiques ou des objectifs stratégiques liés au développement du tourisme qui ne soient pas forcément les mêmes. Moi, je le dis très sincèrement, en Occitanie, la volonté de la présidente de région à vouloir faire en sorte que les habitants de la région consomment beaucoup plus la destination en mettant en place un dispositif comme la carte oxygène ou du billet de train, ou en tout cas de la mobilité pas chère, puisque c'était des billets de train à 1 euro. C'est un vrai choix politique qui consiste à dire, moi, je veux que les habitants connaissent mieux la région, consomment des activités de loisirs, sortent de chez eux, amènent leurs enfants pour découvrir notre région, pratiquent des activités sportives. Voilà, ça c'est un vrai choix politique accompagné effectivement par le CRT dans la mise en œuvre stratégique. Donc on a bien quelqu'un qui définit des objectifs, la présidente de région d'un côté, et un CRT qui définit des stratégies qui relèvent plutôt d'une technicité en tout cas. Mais globalement sur le développement touristique, je crois qu'il y a une forme de consensus à la fois politique et à la fois national pour considérer que il faut agir collectivement et que finalement l'intérêt général c'est quand même le développement de la richesse, c'est ça qui nous intéresse, en amenant des consommateurs de manière certes éphémère mais sur nos destinations pour acheter, pour créer de l'emploi. Voilà, c'est ces indicateurs-là qui nous intéressent tous quand même. Ce matin il y avait une question de savoir si la croissance était un terme qui devait accompagner le développement touristique. Moi je dis oui, il n'y a pas de... Le principe de décroissance, je le comprends sur des problématiques industrielles, sur des problématiques de consommation d'une manière générale.
je ne le conçois pas sur le tourisme. Je ne vois pas quel principe de décroissance on pourrait appliquer à l'économie touristique tant que quasiment la moitié des habitants de notre pays ne partent pas en vacances. Tout le monde a droit à ces consommations. Par contre, que le développement des pratiques soit organisé à la fois sur l'année, à la fois sur le territoire, que... on pousse peut-être beaucoup plus d'informations personnalisées pour amener les consommateurs à découvrir la région à d'autres moments de l'année. Moi, ça me semble important. Ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, au moins sur le champ de loisirs, c'est qu'on est sur un champ ultra concurrentiel qui est celui de l'usage du temps libéré. Voilà. Les 35 heures, elles ont libéré du temps en opposition au temps contraint qu'est le temps de travail, le temps du ménage, le temps du repassage. Bon, voilà. Ce temps choisi, aujourd'hui, comment on l'organise. Et je trouve que voilà, collectivement, on n'a pas été bon pour s'organiser et puis gagner des parts de marché. Voilà, les pros du secteur du loisir, de l'entertainment tel que les Américains le définissent, ont été bien plus forts. Voilà, Disney Channel et Netflix ont été bien plus forts que nous pour prendre du temps libéré sur des familles, à leur dire voilà, abonnez-vous et vous allez regarder la télé. Moi, j'aimerais qu'on reprenne nos parts de marché par rapport à ces concurrents-là et que dans une dimension de qualité de vie, mais dans une dimension politique, de bien-être, de bien vivre, on puisse travailler. Moi, ça m'intéresse de bosser avec des mutuelles pour savoir comment les mutuelles pourraient nous accompagner à pousser de l'information pour que les gens fassent un peu plus de sport. On s'associe à Decathlon pour signer une charte et développer la pratique des activités de pleine nature en Occitanie. Moi, j'ai la faiblesse de penser que ça fait partie de notre boulot et que plus les gens sortent de chez eux, vont au musée, découvrent du patrimoine, pratiquent des activités, plus ils seront bien dans leur tête, dans leur corps, et plus finalement cette dimension de bien-être concourt à une qualité de vie et puis à du lien social plus fort entre les différents habitants d'une même ville, d'un même quartier. Et alors, vous avez récemment ajouté un L au CRT. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce L et de sa raison? Partout où je passe, je rajoute une consonne au nom du CRT. Quand j'étais en Auvergne, j'ai rajouté le D pour développement. Donc, il fallait que je trouve un truc pour l'Occitanie. Non, je plaisante, mais d'abord parce que on met en œuvre ce qu'on appelle un schéma régional de développement touristique et des loisirs. C'est vrai pour toutes les régions françaises. Donc, le développement touristique et des loisirs qui vaut dans un schéma, donc dans une réflexion stratégique, il n'y a pas de raison qu'il ne se trouve pas dans la dénomination sociale d'un organisme tel que le nôtre et dans la réflexion stratégique qui doit accompagner la mise en œuvre du SRDTL. Voilà. Ensuite, voilà, il y avait une dimension de communication, il y avait une dimension de positionnement et qui était de rappeler qu'en Occitanie, la pratique des activités de loisirs dans une région qui est aussi grande que l'Autriche, avec une diversité d'offres, puisqu'on a à la fois de la montagne, du littoral, des métropoles, de la campagne, de la moyenne montagne, des fleuves, des rivières, des canaux. Voilà, tout ce qui concourt à l'attractivité et à l'économie touristique. Dans cette région, où 52% des habitants déclarent passer leurs vacances principales, il était important de les accompagner dans la pratique d'activités de loisirs. Et on a parié, nous, sur cette période de Covid et de crise sanitaire, que accompagner les habitants à consommer ces activités de loisirs allait concourir à la reprise de l'activité. Au regard des chiffres de cette année, qui sont malheureusement tous négatifs, mais dans toutes les régions, voilà, on peut dire qu'on s'en sort pas si mal que ça, si on se compare, mais moi je ne le fais pas dans la comparaison, mais parce que cette clientèle locale et cette consommation d'activités de loisirs, je pense, nous a aidé à sauver ce qui pouvait être sauvé de la saison. Mais ça relève aussi d'un vrai choix stratégique, d'une vraie volonté politique des élus, que de considérer qu'il faut encourager ces pratiques de loisirs auprès des habitants. D'accord. Alors j'ai une question qui est, est-ce que à terme, avec le numérique, les destinations pourraient se passer des structures territoriales?
il faut bien quelqu'un pilote, que ce soit derrière le numérique ou d'autres types de médias, il faut bien que quelqu'un pilote. Moi, je vais répondre en posant la question différemment. Est-ce que nos structures, qui sont par définition des structures institutionnelles, ont le bon format pour répondre aux missions d'intérêt général qui nous sont confiées? Et là, je suis plus sceptique. Je rappelais ce matin que nos missions sont réglementées, enfin sont régies et font référence à une loi qui date de 92. Je pense que 29 ans après, il serait normal qu'on se réinterroge sur ce que doivent être nos missions. Mais en prolongement de la question, je pense que nos structures devraient évoluer sur un format d'organisme professionnel. Nous sommes, je pense, le seul secteur de l'économie dont l'organisation relève d'une organisation institutionnelle. Et ça renvoie au lien entre la destination et le territoire. Notez que l'organisation touristique, elle s'appuie sur des périmètres purement administratifs. Quand on a fait la loi NOTRe pour redéfinir les compétences des collectivités et pas des organismes de tourisme, quand on a fait la loi NOTRe, on ne s'est pas posé la question de savoir comment on pouvait finalement réfléchir à une organisation par destination. Je prends le cas en Occitanie. En Occitanie, il y a un massif qui s'appelle les Pyrénées. Il y a une identité, il y a une unité culturelle dans les Pyrénées qui fait que ce massif-là, à travers son nom, à travers la marque Pyrénées, a une dimension très particulière. Je ne dis pas qu'il n'a rien à voir avec l'Occitanie, mais quelque chose de très particulier. Il y aurait un comité de tourisme des Pyrénées, ça ne serait pas scandaleux. Alors la preuve, c'est que la présidente de région a créé une agence des Pyrénées qui œuvre à la promotion touristique, et le CRT n'en est qu'un partenaire, et je trouve ça plutôt bien, parce qu'il y a un vrai principe de subsidiarité. Donc cette notion de destination, à ne pas confondre avec la notion de territoire, moi je pense qu'elle s'impose, et derrière ça, est-ce qu'on doit encore travailler sur des périmètres qui ne sont que des périmètres administratifs? Regardez, quand le législateur dit qu'il faut fusionner les régions, on change le nom des régions et on dit comme ça en claquant des doigts, alors maintenant, il ne faut plus taper Alsace, il faut taper Grand Est si vous voulez trouver des vacances. Mais ça ne marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, la notion de destination, elle ne fait pas référence toujours à la notion du territoire administratif. Et moi, perso, voilà, alors que je suis payé par de l'argent public et que je travaille pour un organisme institutionnel, moi, je plaide pour que nos structures deviennent des organismes professionnels. Ça veut dire que demain, nous serions payés par l'économie et par les entreprises de l'économie touristique. Alors je le rappelle, alors je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, au premier rang desquels se trouvent les concessionnaires autoroutiers, qui sont les plus gros bénéficiaires de l'économie touristique et qui n'ont jamais payé un centime au marketing de la destination France, alors que je pense que leur contribution serait plus que logique et normale. D'accord. On va être bientôt, je regarde le temps en même temps. Et dans cette... ce matin, on a beaucoup évoqué aussi, à un moment donné, la mutualisation de certaines données à un niveau national. Alors on a bien vu qu'il y avait des spécificités locales et que là, il fallait trouver ses propres indicateurs par rapport à une propre vision et par rapport à des propres objectifs. On parle beaucoup, effectivement, de cette notion de données, de partage avec une vision nationale. Quel serait pour vous un petit peu l'outil ou la forme que pourrait prendre si on devait mettre ça en place? Quelle serait votre vision de cet outil-là? Un observatoire collectif? Oui. D'abord, il a existé, donc il y avait déjà des choses qui se faisaient. Il a été malheureusement abandonné. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur le type d'indicateur qu'on veut sortir. Alors, je le redis, pour moi, il y en a deux. Il y a deux types. Il y a les indicateurs, on va dire, socio-économiques, puis il y a les indicateurs, on va dire, de performance territoriale, au-delà de l'économie et dans une vocation peut-être plus sociale, qui mesure l'acceptabilité du tourisme, qui mesure le taux de départ, qui mesure la consommation à la fois des activités de loisirs, à la fois des activités de séjour, qui mesure les principes d'aménagement du territoire ou d'équilibre territorial. Enfin,
des indicateurs, on en fait autant qu'on veut. Hein. Donc le premier temps, à mon avis, ça serait de se mettre d'accord sur ces indicateurs et à la manière dont on les met en place et puis à la manière dont on les partage, parce que c'est finalement ça le plus important. Il y a tous ceux qui relèvent de critères de performance, le lien, je vous dis, entre l'offre, la fréquentation, la consommation, l'emploi. Rien que ça me semble quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a l'usage qu'on veut en faire. Je prends juste, pour terminer, pour ne pas trop dépasser, mais le critère de l'offre. Moi, je n'ai jamais vu une structure institutionnelle qui démarrait son assemblée générale annuelle en disant, bon, voilà, moi je suis l'office de tourisme intercommunal de tel ou tel territoire. L'an dernier, j'avais dans mon portefeuille 5600 lits marchands. Cette année, j'en ai plus que 5200 parce que j'ai 2 hôtels confirmés. Alors, rien que ça, rien que démarrer une assemblée générale pour dire, voilà, aujourd'hui, comment se structure mon offre. Voilà ce que j'ai gagné, voilà ce que j'ai perdu. J'ai perdu plutôt 2 hôtels, mais j'ai plutôt gagné des Airbnb ou inversement, peu importe. Je pense que si on commençait par ça, on aurait une appréciation de l'observation, une appréciation d'indicateurs et par là même une appréciation d'analyse, je pense, un petit peu plus pertinente que ce qu'on fait, parce qu'à l'indicateur qui consiste à dire j'ai tant de gens qui sont rentrés dans mon office ou j'ai tant de visiteurs sur mon site internet, je trouve que ces indicateurs sont quand même assez fluets et pas très conséquents par rapport à l'indicateur de l'offre, même si ça traduit une forme d'activité qu'il faut prendre en considération, bien évidemment. Mais on ne mesure pas la performance d'une destination à travers le nombre de visiteurs qu'on a sur un site internet, ça c'est du pipeau, il faut qu'on arrive à dépasser ça. D'accord, ok. Écoutez Jean, merci beaucoup. Je crois que le temps est passé. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Répondu merci à la Bretagne pour cette invitation. Voilà.